Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là. On est très heureux ce soir de vous parler de transition écologique. Et donc, avec le club entrepreneur HEC que j'anime et le Hub Entreprendre, on accueille aujourd'hui des entrepreneurs qui vont nous parler de leur transformation, de leur transition, et avec lesquels on va pouvoir partager leur parcours, leur chemin, et j'irai en apprendre un peu plus aujourd'hui dans une époque où on vit les 5 des 9 limites planétaires, pour ceux qui connaissent, ont été dépassées, et une époque où 80% des Français disent « Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai envie de faire quelque chose pour la transition, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Donc, ce soir, on a envie d'être positif et vous partager des expériences d'entrepreneurs inspirants. On est allé les chercher aussi grâce à Entrepreneurs pour la planète, notre partenaire ce soir, donc, dont Hortense Bataille est la directrice générale. Donc, merci beaucoup, Hortense. Merci à l'association Entrepreneurs pour la planète parce qu'ils ont engagé une activité de mentorat et de rétro-mentoring qui est très intéressante, dont on va pouvoir parler ce soir. Ça va être inspirant. Donc, avant de présenter tout le monde et de vous faire un petit cadeau, j'ai prévu de faire une petite animation vidéo. Je voulais donc vous accueillir avec mon camarade Jean-Marc Perra, qui fait partie du bureau du Club des entrepreneurs. Donc, on a monté cette réunion aussi avec le Hub Entreprendre et Laurent Didier. Laurent, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur le Hub et puis en quoi cette démarche de transition est importante pour l'association? Ah oui, c'est important. D'abord, moi, je suis ravi de vous accueillir aussi. Donc, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le président du Hub Entreprendre à l'association des alumni. La transition est un sujet qui est central à la fois pour l'école et pour l'association. C'est un sujet qui est central et ça en a fait un des axes stratégiques que l'association veut pouvoir transmettre, veut pouvoir et souhaite que la communauté HEC soit plutôt modèle dans son genre par rapport à son environnement. Alors, il y a plusieurs manières de considérer les choses. Et effectivement, du coup, on a travaillé sur la manière de pouvoir passer d'une simple sensibilisation. D'ailleurs, il y a une proposition très, très large de participer à des fresques du climat. Et puis, ça, c'est le stade 1 de sensibilisation. Je crois que dans un grand nombre de cas, on n'est pas au stade 2, au stade 3, mais plutôt au stade 4, au stade 5. Et c'est là où on est aujourd'hui, où on cherche des solutions. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette réunion. Je crois qu'il n'y a pas un entrepreneur qui ne soit pas concerné par ces questions de transition, que ce soit parce qu'il y a des injonctions qui sont parfois contradictoires, que ce soit parce que les documents sur lesquels il doit s'appuyer, ça fait des centaines de pages, c'est difficile pour un entrepreneur. Et c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, aussi, en plus de Entrepreneurs pour la planète, vous verrez aussi ce soir Malgosia Guibert qui vient de la banque. Je trouve que c'est intéressant et a été confronté à la question, c'est qu'un patron de PME ou d'ETI qui veut chercher du financement ou veut traiter avec un grand compte doit passer par le fait, doit prouver qu'il rencontre de manière satisfaisante en matière de RSE. Donc, elle a décidé, elle, et elle est lauréate du Women's Forum for the Planet, d'accompagner les PME à pouvoir identifier, à pouvoir mesurer et du coup communiquer sur ce qu'ils font. Alors, c'est d'autant plus important, puis je me tais après, je te rassure, c'est d'autant plus important que 80% de nos jeunes, bon, j'ai 4 enfants, donc je suis un peu sensible à ça, 80% de nos jeunes vont choisir un emploi parce qu'effectivement, dans une société, parce qu'elle sera impliquée ou engagée. Donc, c'est un véritable élément de compétitivité de nos PME. Voilà, donc le sujet est d'autant plus important. Merci Laurent. Donc, merci pour ça. Vous dire que quand on a préparé notre soirée de ce soir, on s'est rendu compte qu'effectivement, 50% des émissions des gaz à effet de serre provenaient des PME. Donc, c'était assez surprenant pour nous, entrepreneurs, dirigeants de PME. Donc, on a un rôle à jouer. C'est ce soir, c'est ce qu'on va vous transmettre. Donc, info pratique avant de nous lancer.
vous dire que donc on a prévu qu'on terminerait la soirée au moins au niveau de la visio à 20h15. Et pour tous ceux qui sont là, vous avez la grande chance de pouvoir rester. Et un pot nous sera servi juste à côté dans le lounge, et puis on pourra continuer nos conversations, ce qui nous permettra de créer du lien, et puis, comme on aime bien le faire, et aussi peut-être échanger avec les intervenants s'ils nous font le plaisir de rester. Donc, je voudrais présenter les personnes qui sont autour de la table, y compris aussi à l'écran, puisque un de nos intervenants est à l'écran. Je vais commencer par lui, puisqu'il a réussi à être avec nous, même si c'est à distance. Merci Vincent. Donc Vincent, que vous voyez ici, est un camarade de la promotion 94, donc Vincent Fauvet. Après un master en gestion publique et un début de carrière dans l'humanitaire en Asie, tu as rejoint la banque d'investissement, donc tu n'es pas le seul ce soir. Et après une expérience en France, au Chili et au Brésil, tu cofondes en 2003 un incubateur de projets à impact. Tu sautes le pas en 2011 pour reprendre l'incubateur et tu deviens donc en fait dirigeant de nouvelles structures qui s'appellent Investir et Plus. Tu es un des pionniers de l'impact, hein, je tiens à le dire. Je suis très heureux que tu puisses être avec nous. Et aujourd'hui, Investir et Plus est devenu un acteur de référence de l'impact investing avec plus de 30 startups financées dans la santé, l'éducation, l'agriculture, en particulier Yuka, Hello Asso, qui a été fondé par un de nos camarades, et d'autres startups très, très innovantes et intéressantes. Merci à toi. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Autre entrepreneur à impact, je me tourne vers Marc Dib, donc 32 ans, diplômé de l'ESSEC, personne n'est parfait. Mais, après une première expérience entrepreneuriale en menuiserie, tu pars naviguer à la voile pendant 5 ans, donc ça sera intéressant de vous raconter ça aussi. Et tu prends conscience de la problématique de la pollution plastique des mers et tu crées un premier centre de recyclage dans l'île de la Dominique. C'est un bon choix, je pense, en termes de ce que j'ai visité, c'est sympa. Et cette expérience te montre les limites des processus de recyclage. Et donc, tu explores des nouvelles voies et tu décides de créer Néolithique, qui vient faire du recyclage un outil de développement, de création de nouveaux matériaux. Tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure. Merci. Je me tourne vers Hortense, puisque c'est aussi grâce à Hortense qu'on est là ce soir, qu'on a réuni aussi des entrepreneurs inspirants. Donc, Hortense Bataille. Donc, vous avez développé pendant 10 ans le réseau Family Business Network. Donc, c'est intéressant pour les entreprises familiales. Et consciente de l'importance de la protection de l'environnement, vous avez fondé avec Christophe Caille le fonds de dotation qui s'appelle ODIC, qui était dédié à la protection de la Méditerranée. Vous avez amplifié votre action en créant donc à Marseille, ça vient du Sud, Entrepreneurs pour la planète. Et aujourd'hui, c'est une association extrêmement inspirante à nos yeux, en tout cas, et je remercie Jean-Christophe Mion qui nous a mis en contact. C'est 500 solutions durables à impact, avec 200 chefs d'entreprise qui sont mentors et des milliers d'entrepreneurs dans une communauté qui est en train de s'élargir. En particulier en Île-de-France, avec Barbara Kahn-Wechter, avec 2 autres régions, et donc vous nous parlerez de votre écosystème. Grâce à vous, donc Franck Boucher est avec nous. Je me tourne vers Franck. Donc Franck débute sa carrière en 93 et tu travailles pour des grandes sociétés du BTP, dont Vinci, et tu rejoins le groupe Valgo en 2004 pour développer une start-up qui est spécialisée dans la reconversion des friches industrielles. Tu m'arrêtes si je me trompe, parce que c'est un parcours très riche. Et donc, de formation ingénieur, Polytech Sorbonne, géophysicien, géotechnicien, je suis impressionné. Tu deviens donc directeur général délégué de Valgo, puis en 2020, vice-président du groupe Valgo, et tu es en charge de l'international aujourd'hui. Et de surcroît, depuis 2019, tu es président de l'Union des professionnels de la dépollution des sites. Donc, ça va nous permettre aussi de parler de l'écosystème et de la transformation dans le secteur. Valgo, c'est 130 millions d'euros, 700 collaborateurs, avec une croissance impressionnante de 25% par an. Enfin, Grégory,
Poyou. Donc, Grégory, tu es un serial entrepreneur, on pourrait dire. En tout cas, tu participes à l'aventure entrepreneuriale de The Phone House. Donc, on connaît bien avec mon camarade Pierre Quevet. Donc, tu as développé le réseau du premier magasin pendant 10 ans en tant que directeur général. Tu fais partie de l'aventure depuis les 5 premières personnes de l'histoire pour gérer jusqu'à 300 magasins. Donc, tu sais ce que c'est que la croissance, l'hypercroissance. Et fort de cette expérience, tu décides de créer Volt en 2015, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la distribution de produits de mobilité électrique, donc un autre secteur qui est intéressant pour nous, avec une mission de faciliter la ville à ses usagers en leur offrant le meilleur de l'éco-mobilité. Et donc, tu es engagé dans l'association Entrepreneurs pour la planète et tu deviens président de la région Île-de-France en 2022 pour l'association. Merci d'être là. Merci à tous d'être nos témoins ce soir. Avant de commencer, je voudrais vous faire une petite surprise. Je ne sais pas si on va y arriver techniquement, mais c'est un petit cadeau. Avec mon camarade Jean-Marc, on va peut-être y arriver. Si on peut y arriver, c'est encore mieux dans le noir. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Vous connaissez Jean-Pierre Gou? Tu connais? Ok, 2 personnes. Bon, donc vous allez pouvoir découvrir, j'espère, un petit peu de ce qu'il fait. C'est un mathématicien et aussi un écrivain. Et Jean-Pierre Gou est quelqu'un dont le rêve a été de filmer la planète, la Grande Bleue, en vidéo, avec la planète qui tourne. Et personne ne l'avait fait avant. Il a mis 20 ans à le faire. Et donc, on peut dire que c'est quelqu'un qui va au bout de ses rêves. Et je pourrais vous en reparler plus parce que c'est quelqu'un de très inspirant. Donc, si tu peux appuyer sur Play. On ne va pas passer toute la vidéo, mais donc j'espère que pour ceux qui sont à l'écran, ça sera aussi visible. Hello. Hello, human. I am the Earth, your home. We have known each other for millions of years. Recently, our relationship went out of balance. Fortunately, you are here, looking at my latest portrait, captured from 1 million miles away. Like astronauts, you will experience something special. Some say they fall in love with me. They call it the overview effect. Now it is your turn. On va arrêter là. Les aléas du direct. Ça dure 4 minutes 30. Ça dure 4 minutes 30. Est-ce que tu peux nous rallumer la lumière? Dire que c'est une expérience assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez commencé à ressentir quelque chose. Il faut prendre le temps de le faire dans le noir. Et c'est quelque chose qui peut déclencher certaines émotions à certaines personnes parce qu'on vient de là, on est la Terre et on est tous interconnectés. Et cette expérience très forte, donc c'est un travail à partir de 10 photos qui a été prise d'un satellite de la NASA. Et les mathématiciens, il s'est associé avec quelqu'un qui est très fort dans l'imagerie. Ils ont réussi à créer cette vidéo. Donc c'est sur onehome.org. Vous pouvez noter et puis refaire l'expérience chez vous. Et je parle aussi à tous ceux qui sont derrière leur écran. Donc c'est vraiment quelque chose de fantastique. J'ai découvert ça récemment. Donc pour me présenter, moi je m'appelle Laurent Berly, je suis entrepreneur depuis 20 ans et j'ai fait de l'entreprise à impact sans le savoir.
Maintenant, je sais que ça s'appelle de l'impact. Et je suis en transition vers la transition aujourd'hui, en dehors de mon travail d'animation du club avec mes camarades Jean-Marc et un certain nombre de personnes du bureau du Club des entrepreneurs, où on accueille volontiers tous les entrepreneurs de la communauté dans du co-développement et ce genre de soirées et d'événements où on partage. Moi, ce type de vidéo, ça me fait quelque chose. Et il y a un certain nombre d'étapes dans mon parcours qui m'ont marqué, des rencontres en particulier, des expériences. Et donc, moi, je voulais me tourner vers les uns les autres, nos amis entrepreneurs. Qu'est-ce qui vous a fait vous lancer dans cette aventure de la transformation de l'entreprise ou dans la création d'entreprises à impact? Je me tourne aussi vers Vincent Fauvet. Quel a été le déclic pour vous? Qui veut commencer? C'est moi le plus vieux, je commence. Un micro, là. Le micro qui... Ah, vous m'entendez comme ça? Parfait. Pour répondre à cette question, pour moi, c'est assez simple. J'ai travaillé dans des grands groupes du BTP sur de très très belles opérations, mais ce qui me manquait, c'était de ne pas avoir le sens que ça avait. C'est-à-dire qu'on faisait une partie de l'opération et on ne voyait pas le résultat de son travail. Et parce qu'on est très sectorisé et très mis dans des spécialités. Et créer Valgo, c'était créer une idée nouvelle à la base, on en parlera peut-être, qui n'existait pas en 2004. Et surtout pouvoir voir toute la chaîne de valeur et toute cette transformation sur nos métiers, du démarrage jusqu'à la fin. Et donc, ça donnait du sens à toutes ces étapes que j'avais fait au cours des 15 années précédentes, mais par c'est ça, avoir ce sens-là. Je me tourne vers les autres. On fait en ordre d'âge ou Non, moi, comme tu l'as dit, j'étais en bateau pendant longtemps et je n'avais pas spécialement pour idée de monter une boîte ou quoi. J'étais plutôt bien sur mon bateau. Mais c'est vrai qu'alors moi, je n'avais pas la vision de la Terre vue d'en haut, mais j'avais la vision de la Terre vue de la mer. Et en fait, la mer, c'était ma maison. Et ma maison, elle était un peu dégoûtante parfois. Donc, tout le monde s'imagine l'île déserte et le cocotier au milieu. Et cette image d'Épinal existe. Mais malheureusement, au pied du cocotier, c'est jonché de bouteilles en plastique et d'autres déchets. Et du coup, à force, on se dit qu'on a envie de faire quelque chose pour ça, qu'on a envie de mettre notre énergie à profit. Et puis, alors, au début, on commence par nettoyer les plages et tout, et puis c'est pas assez. Et puis, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Alors, j'ai monté ce premier centre de recyclage, en effet, sur l'île de la Dominique. C'était intéressant, mais on faisait des petits porte-clés qui pesaient 4 grammes et qui étaient des objets à faible valeur ajoutée qui allaient finir de nouveau à la poubelle. Et donc, ça, c'est bien pour se donner bonne conscience, mais quand on veut avoir de l'impact, il faut faire autre chose. Et donc, j'en suis venu à l'entrepreneuriat comme ça. Et j'espère que je vais pouvoir en avoir un impact plus important sur cette problématique. Okay. Ça donne envie, en tout cas, de naviguer pour découvrir. Oui, il n'y a pas que du plastique, c'est joli. Grégory? Alors moi, c'est pas un déclic, c'est plus un cheminement dans le temps. Donc, j'ai travaillé justement chez Phonehouse pendant une petite quinzaine d'années. Et donc, la téléphonie mobile à l'époque m'a permis d'avoir des revenus suffisants pour basculer de l'autre côté. Et comme je suis de formation logistique supply, j'ai fait un MBA HEC après, je me suis rattrapé. Et du coup, j'ai investi dans une société qui s'appelle Coursier.fr. Donc, je suis juste actionnaire, pas opérationnel. Et j'ai pensé que le vélo cargo allait remplacer les camions dans les grandes agglomérations. Donc ça, c'était il y a une petite dizaine d'années. Donc voilà, bon, et en fait, le marché n'était encore pas présent parce qu'en fait, remplacer un chauffeur livreur dans un camion sur un vélo électrique pour pédaler, d'un point de vue ressources humaines, c'était extrêmement compliqué. Et donc, j'ai fait évoluer mon business model vers un marché un peu plus de masse, vers le consumer. Et donc, j'ai commencé à importer des trottinettes électriques, des vélos électriques, des scooters, des motos. Et j'ai commencé à structurer mon modèle, et ce qui est aujourd'hui devenu Volt. Et je me suis rattrapé par la suite parce que j'ai réussi à planter justement la cyclologistique en France. Et la cyclologistique, c'est quoi? C'est
c'est livré de manière très verte. Et donc, on le fait aujourd'hui soit à vélo électrique, soit en vélo cargo. Voilà. Merci. Je me tourne vers Vincent. Donc, Vincent, on n'a pas eu l'occasion de t'entendre, mais merci d'être avec nous malgré la distance. Oui, bonsoir. Moi, en fait, mon point d'entrée, tu l'as dit tout à l'heure en me présentant, moi, je suis entré plutôt par le social, par l'humanitaire. J'ai cette préoccupation pour le bien commun, je l'avais de par mes éducations, les rencontres que j'ai pu faire. Et en même temps, j'aime bien le business, j'aime bien les choses ambitieuses, les choses qui avancent. Et étant pas mal dans le secteur associatif, j'ai vu toutes les galères des associations qui souvent font un travail formidable, mais qui chaque année doivent relever un budget, doivent retrouver des sous. Et parfois aussi qui doivent vraiment faire des choses avec 3 bouts de ficelle, donc avec aussi parfois une perte d'efficacité. Et de l'autre côté, je voyais du business qui parfois était efficace mais n'avait pas beaucoup de sens. Et je me suis dit, ce serait extraordinaire d'arriver à faire cette réconciliation, c'est-à-dire d'utiliser le business qui permet une scalabilité importante, qui permet des modèles qui s'autofinancent, mais vraiment de les mettre au service de la résolution de causes sociales et environnementales. Parce que aussi dans mon cheminement, je me suis rendu compte que le social et l'environnemental, c'était complètement lié. Les premières personnes qui souffrent des règlements climatiques, c'est les personnes aussi les plus vulnérables. Donc, c'est ça qui m'a amené maintenant depuis 10 ans avec Investir et Plus. Du coup, notre mission, c'est vraiment face à chaque problématique sociale et environnementale, de trouver des pépites entrepreneuriales, de travailler à côté de l'État, de travailler à côté des associations, des pouvoirs publics, mais de trouver des pépites qui vont s'autofinancer, qui vont apporter des réponses systémiques aux problèmes. Tu citais, je ne vais pas être trop long, mais tu citais tout à l'heure Yuka, que je pense que vous connaissez pas mal d'entre vous là. Yuka, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on a 36 millions d'utilisateurs, donc tant sur l'alimentaire que sur la cosmétique. Et on a vraiment rendu le pouvoir au consommateur, à la consommatrice, face à l'industrie de la cosmétique ou face à l'industrie agroalimentaire. Et ce qui est hyper intéressant dans Yuka, c'est qu'on voit que ça concerne toutes les géographies. Aujourd'hui, on se développe très fortement aux États-Unis et toutes les classes sociales. Le gros sujet pour l'entrepreneur qui a envie de faire quelque chose, c'est dans la transition, c'est comment je fais. Moi, j'ai une boîte traditionnelle, hein, et j'ai fait partie du club repreneur HEC, où on reprend des boîtes en province industrielle qui sont dans des secteurs traditionnels, parfois. Comment je fais pour faire ma transition? Donc, la question que j'ai à vous poser, c'est comment vous avez fait pour engager cette transformation? Alors, soit que vous soyez nativement impact, c'est-à-dire comment ça se passe à la création, ou pour ceux qui ont transformé leur boîte ou leur écosystème, comment vous avez fait? Au début, vous avez embarqué qui? C'était quoi le début de l'aventure? En fait, bon, après, c'est personnel, hein, chacun a son expérience, mais je pense que c'est étape après étape. C'est clé parce que de vouloir tout révolutionner, de faire quelque chose de propre tout de suite, c'est, en tout cas moi dans mon domaine, c'est quasi impossible. Donc je pense que le mot cheminement, c'est le bon mot parce que on commence une chose, on pose quelque chose, et derrière on fait évoluer au fur et à mesure. Donc à titre d'exemple, moi j'ai changé mon modèle économique 2 fois, donc forcément. Décarboner les villes par rapport à mes produits, c'était l'objectif numéro 1 après. Mon objectif numéro 2, une fois que j'ai compris que le vélo cargo n'allait pas exploser tout de suite. Sauf que j'ai importé 100% de ma marchandise de Chine, en tout cas d'Asie. Donc, je décarbonais ici, mais je polluais les océans. Et première étape, économiquement, j'étais viable, donc je pouvais passer à l'étape d'après. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à chercher des assembleurs, constructeurs, des fournisseurs, plutôt européen, parce qu'en France, on n'a pas l'écosystème de production pour ce type de produit. Et donc, dénicher une marque, une deuxième marque, et puis au fur et à mesure, vous glissez progressivement vers des partenaires plutôt européens à 70% par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Et après, vous commencez à trouver des partenaires français qui produisent en France.
Donc aujourd'hui, toute la cyclo-logistique, en tout cas toute la catégorie de produits que je fournis au marché et aux professionnels de la livraison sont produits en France. Alors, cyclo-logistique pour... Alors, cyclo-logistique, c'est la livraison en vélo. Alors, elle n'est pas forcément que électrique, mais il vaut mieux l'électrique parce que quand vous avez 40-50 kg de charge, c'est beaucoup plus facile l'électrique. Voilà. Donc, c'est une livraison quasiment verte et en plus, elle est maintenant industrialisée sur le territoire français. Mais il faut du temps. Donc, j'ai créé la société il y a un peu moins de 8 ans. J'en suis aujourd'hui là. Et j'ai encore un enjeu important, c'est quasiment zéro émission sur nos sols, mais après, ça va être le recyclage, parce que c'est une technologie lithium qui fait fonctionner ces véhicules. Et donc, quelque part, qu'est-ce que je fais de ces batteries? Comment je les réengage dans un circuit? Et aujourd'hui, la filière, je dois la créer, parce que c'est un métier naissant. Et donc, créer une filière, il y a plein de petits acteurs. C'est très compliqué, il n'y a pas de grosses structures, grosses entreprises autour du sujet. Donc, voilà. Pour moi, l'étape d'après, c'est d'aller un peu plus loin dans la chaîne de valeur, justement, pour pouvoir essayer de garantir un produit fiable d'un point de vue environnemental dans le temps. Okay. Les autres? Comme tu l'as dit, déjà, c'est régler les problèmes étape par étape. Et donc, dans la création, la première étape, c'est ce que j'y veux ou est-ce que j'y vais pas. Et donc, Néolithique, nous, on fabrique un matériau de construction innovant qui se veut être une alternative au béton. Et donc, quand on fabrique un matériau de construction innovant, on rentre dans l'industrie, on s'attaque à un marché où il y a des grands acteurs qui sont très compétitifs, très bien implantés, surtout le béton en France. Voilà. Et du coup, la première étape, c'était de se dire déjà, est-ce que ça va marcher économiquement? Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'en suis capable? Donc, déjà, d'essayer de défricher le terrain et comprendre est-ce que mon idée qui a l'air bien sur le papier, qui a l'air d'avoir un impact positif, est économiquement viable, ce qui est quand même la clé d'une entreprise. Comme le disait notre ami à l'écran, les ONG, elles essayent de lever des budgets chaque année pour poursuivre leur activité. Nous, on doit vendre des produits pour réussir. Donc ça, c'était la première étape. Et puis ensuite, c'est quelle est la formule qui fonctionne, qui me permet de démarrer sans trahir le projet de base. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, j'aurais pu essayer de les faire fabriquer à l'étranger et de les importer en France dans un premier temps, puis de monter une unité de production. Mais ça, c'était aller complètement à rebours de ce que je voulais faire. On allait importer des produits finis fabriqués avec les déchets d'ailleurs en France. Donc, ça n'avait pas de sens. Et donc, du coup, voilà, c'est d'essayer petit à petit de trouver la bonne manière de faire et d'avancer sur le chemin, donc étape par étape. Moi, c'est une entreprise qui est un peu plus vieille. Quelques mots pour qu'on comprenne un petit peu les différentes démarches de transition qu'il y a pu y avoir. En 2001, il y a eu l'explosion AZF. Et il se trouve que j'appartiens à une grande boîte du BTP qui a travaillé sur le site. Mon frère avait une toute petite boîte toulousaine qui avait été réquisitionnée sur le site. Et on a fait tous les deux, pendant 3 ans, à faire toute la dépollution du site. Et c'est à la fin de ce gros chantier qu'on s'est dit, mais en même temps qu'on vient de participer très activement à la transformation de ce site-là, après une catastrophe que vous connaissez tous, on s'est dit, mais en même temps, j'entends dire que l'usine Formica se retire de France, l'américaine se retire de France, il va y avoir une verrue à Quillan, dans un petit village pas très loin de Toulouse, parce que l'accent que j'ai, ça vient de par là. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire plutôt qu'être toujours un prestataire de service dans des métiers qui sont des vieux métiers, pas si vieux que ça, mais enfin très issus du BTP. Il y a du terrassement, il y a de la démolition, et on avait appris, lui et moi, tous les deux ingénieurs, on avait appris des techniques de dépollution. Le marché de la dépollution, il n'a pas 30 ans en France. Et donc, il était vraiment à son balbutiement. Et donc, on s'est dit, il y a forcément un truc à faire, mais ça n'intéresse personne. Les friches industrielles qui fermaient n'intéressaient personne. Le marché de l'immobilier ne s'intéressait pas à ça. Ce n'est que depuis 2017, 18, 19 que, sous l'impulsion de M. Macron notamment, avec le ZAN, que ça se met. Aujourd'hui, on ne peut construire que là-dessus. Et donc, on s'est dit, on va créer notre propre marché. On va trouver des gens que ça intéresse, des financiers. Donc, nos métiers sont quand même capitalistiques. Il faut quand même beaucoup d'argent pour les réaliser. Et donc, on a trouvé des privés qui ont eu envie de miser sur notre prise de risque, qui est de dire on va racheter des usines qui n'ont plus de vocation. La France se désindustrialise depuis un certain temps déjà.
Et ben, on va créer notre propre job, on va les dépolluer, on va les désamianter, on va les dépolluer, on va tout intégrer, toute cette chaîne-là, on va l'intégrer chez nous. Première étape, trouver des fonds, des gens que ça intéresse, et créer un business model qui n'existait pas. La même année, un fonds d'investissement s'est créé la même année que nous pour faire la même chose, mais pour le financer et pour l'orchestrer, on va dire. Et puis la crise des subprimes, 2009, déjà que ça n'intéressait pas grand monde, les friches industrielles, encore moins. Eh ben, on s'est quand même entêté, on est têtu, mon frère et moi. Mon frère, c'est le président. On a créé notre propre fonds d'investissement pour lever encore des capitaux et continuer à faire le pari que ces friches-là intéresseraient du monde plus tard, mais elles sont très longues à porter. C'est des gros travaux. Donc, la première fois, l'argent. La deuxième fois, l'argent avec des gens intéressés pour investir là-dedans. Et notre business model qui était un business model innovant avec plein d'ingénieurs. Et ces ingénieurs, on les fait phosphorer, ils vous trouvent plein d'idées. Et notre baseline, c'était nous n'héritons pas de la terre de nos parents. Excusez-moi. La phrase de Saint-Exupéry, nous l'empruntons à nos enfants. Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Aujourd'hui, on dit médecin de la terre. En gros, c'est de se dire, utilisons les techniques les plus propres, les plus socialement responsables. Ça, c'est en 2004, la RSE, on n'en parlait pas encore. Pour pouvoir créer les projets les plus vertueux possibles. Dépolluer le moins cher possible, intégrer le maximum de prestations d'ingénierie pour que le projet soit le plus rapide possible. Aujourd'hui, un fonds d'investissement est rentré il y a 2 ans. Pareil, le métier change, on s'adapte et on n'a plus besoin d'acheter nos friches, on va les vendre, on va les co-acheter avec des gens qui sont de l'immobilier, les mêmes qui boudaient ces choses-là autrefois. Et l'arrivée au capital de quelqu'un qui a envie de miser sur le green business, c'est qu'est-ce que peut faire une entreprise comme la nôtre qui est bien mature sur le marché français après plus de 15 ans d'activité, c'est de faire la même chose, mais international. C'est-à-dire d'implanter ces business models, mais au Canada, en Amérique du Sud, etc. Un peu les différentes phases de transition qu'on a eues. Intéressant. À propos de financement, Vincent, le financement, donc, il semble que c'est un levier, en tout cas pour l'expérience de Valgo, important. Donc, on sait que le financement de la transition, c'est décisif. Donc, pour toi, ta création, comment ça s'est passé? Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais la conviction que les entreprises aussi avaient leur rôle à jouer. Et donc, nous-mêmes, on a lancé un incubateur. Alors, à l'époque, en 2003 aussi, le mot incubateur n'était pas utilisé comme il est aujourd'hui. C'est un mot scientifique. Encore moins Startup Studio, mais en fait, dans la première histoire d'Investir et Plus de 2003 à 2011, on a lancé nos propres boîtes, notamment dans le commerce équitable. On a monté toute la filière du coton équitable au Brésil et c'est des activités qu'on a revendues à l'Occitane en 2011. Et donc là, ça nous a permis de faire un premier constat de ce qu'on avait réussi, de ce qu'on avait raté. On avait raté beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous avaient manqué. Et les 2 principales choses qui nous avaient manqué en tant qu'entrepreneur à impact, c'était des ressources longues, comme ça vient d'être dit, et de l'accompagnement par des pairs entrepreneurs. Parce que nous, on est vraiment sur des startups, sur du early stage. Et on peut croire qu'une entreprise à impact, c'est plus simple, mais en fait, une entreprise à impact, c'est encore plus simple, c'est encore plus compliqué qu'une entreprise conventionnelle parce qu'il faut trouver, moi, comme tout le monde le disait, moi, les bons produits, les clients, le go-to-market, moi, c'est les mêmes règles qu'une entreprise conventionnelle, mais il y a la dimension d'impact à gérer en plus, comme par exemple, là, trouver ces vélos cargo, essayer de recréer les filières en Europe ou en France quand elles n'existent pas. Donc, encore beaucoup plus de complexité, donc encore beaucoup plus de nécessité d'accompagnement. Et donc, c'est sur ce diptyque entre financement et accompagnement qu'on a créé Investir et Plus à partir de 2011-2012, c'est-à-dire maintenant, on investit très tôt. Alors, il faut qu'il y ait un minimum de produits, qu'on puisse interroger les clients, mais on apporte ces ressources longues. Mais dès qu'on investit dans les entreprises, on prend un ticket minoritaire. On veut que les entrepreneurs soient le plus longtemps les propriétaires vraiment en projet dans leur propre entreprise. Et on met aussi de l'accompagnement par des pairs entrepreneurs. Et du coup, à Investir et Plus, on a un modèle, on n'est pas un fonds, d'ailleurs, on est une holding d'investissement.
Et tous nos investisseurs sont eux-mêmes des entrepreneurs. Donc, ils viennent à la fois investir une partie de leur patrimoine, qui est souvent issu de leur réussite entrepreneuriale, et qui viennent aussi investir leur réseau, leurs connaissances, leurs expertises au service de ces entrepreneurs impact. Donc, bien sûr, on met un membre au board, mais on met aussi une sorte de ce qu'on appelle un accompagnateur, un sparring partner de dirigeant. Il y a plein d'entrepreneurs autour de la table. Un entrepreneur, souvent, on est très, très seul quand c'est compliqué. Donc, on met ce rôle de sparring partner. Puis après, on a un réseau qui est assez unique où il y a tous nos entrepreneurs à impact qui commencent à faire pas mal de synergies, tous nos entrepreneurs qui ont investi chez nous. Donc, on a un réseau assez unique. Et là, on peut le solliciter pour des besoins ponctuels. Et le quatrième niveau d'investissement, c'est qu'on bâtit un certain nombre d'ateliers transverses sur des problématiques communes. Par exemple, la rémunération des commerciaux, le variable des commerciaux dans une boîte à impact. Est-ce que c'est la même chose que dans une boîte conventionnelle? Les PGE, la marque employeur, les talents. Donc, ça c'est la manière. Donc, le financement est évidemment clé. Nous, on investit, pour prendre le jargon du private equity, en pré-série A, donc je vous disais un minimum de produits et services, et on essaye d'accompagner les entrepreneurs vraiment dans les 2-3 premières étapes de leur développement pour qu'ils deviennent entre guillemets un peu bankable. Ça veut dire qu'en série B, il y a des fonds plus classiques ou des fonds ISR ou des fonds à impact qui sont pas mal développés ces dernières années qui puissent prendre le relais. Mais le financement est clé, oui. Merci Vincent. Donc, le financement, le cheminement, le temps long, je retiens tous ces éléments. Tu voulais dire quelque chose? Oui, pour reprendre un peu ce que disait Vincent, avec les 3 étapes que nous avons vécues d'investisseurs nouveaux à chaque fois, avec certains qui sont restés. Enfin, le gros avantage qu'on peut trouver quand on est entrepreneur et qu'on est un petit peu à tête dans le guidon, à développer ses techniques, à penser à son day-to-day, c'est qu'il nous challenge en permanence. C'est-à-dire qu'il voit les choses différemment de nous, puisqu'il pédale à côté du vélo, et qui nous apprennent des notions qu'on n'a pas forcément. On les connaît peut-être, mais on ne les pratique pas. Donc, par exemple, des ingénieurs, ils apprennent aux ingénieurs à vendre, à présenter un produit, plutôt qu'à expliquer dans le détail à quoi il sert. Bref, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé avec les investisseurs, c'est une façon d'aborder notre métier différente. Si tu as des noms que tu veux partager, on est un petit comité, on aime bien avoir des exemples spécifiques. Donc, si tu as des fonds qui vous accompagnent, qui sont intéressants. Nous, le dernier fonds qui est rentré, c'est Tikeo Capital. Voilà, qui a une partie de ces fonds qui sont dans ce qu'on appelle transition écologique énergétique, T2E, ça s'appelle, qui investit donc dans des entreprises liées à la transition écologique et qui ont beaucoup de KPI à remonter sur, évidemment, les bilans carbone, l'empreinte carbone, etc. Et qui nous met à disposition des conseillers qui ne sont pas des gens pour nous empêcher de travailler, mais qui sont des gens qui vont nous aider dans... autrefois, il y a encore 3-4 ans, la RSE, c'est moi qui la faisais. Voilà, maintenant, on a un directeur RSE et on a quelqu'un qui nous permet de voir les choses différemment, de les présenter différemment. Et aussi qui nous amène des techniques de marketing qu'on n'avait pas. Parce qu'une entreprise française, a son service R&D, a son service technique, il y a plein de notions qu'elle n'aborde pas. Donc, on change un peu de dimension et ça amène un petit peu tous les collaborateurs dans une autre façon de construire son métier. Encore ce matin, je faisais une réunion sur product marketing, product manager. Ça, on en parle beaucoup dans l'IT, mais pas dans mon métier. Je peux vous assurer que chez Vinci, il n'y a pas de product manager. Enfin, il y en a peut-être aujourd'hui, mais quand j'y étais, il n'y en avait pas. Voilà. Et donc, ça modernise et ça change un petit peu, ça crée des facteurs différenciants auxquels on n'a pas songé. Donc, l'investisseur, ce n'est pas quelqu'un qui met de l'argent, c'est aussi quelqu'un qui nous challenge en permanence et qui nous fait aussi bénéficier de son réseau, parfois. Voilà. Donc, en tant que dirigeant, vous vous êtes mis en marche les uns les autres. Et donc, comment vous êtes passé du début du projet ou de votre déclic à concrètement, j'embarque mes équipes? Comment ça s'est passé? Avec qui?
Est-ce que c'est venu de vous et c'est vous qui avez donné l'impulsion? Enfin, pour un créateur, ça paraît évident. Et, comment ça a irrigué? Est-ce que vous avez été tout seul, accompagné ou, parce que cette transition dont on parle, j'ai l'impression qu'on apprend en faisant. Marchand, ouais. 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 Donc, bon, on a vu les différentes étapes. Je pense que moi, j'ai fait une levée de fonds auprès d'Interavest, qui est maintenant Elevation Capital, qui est justement un fonds maintenant très orienté sur l'impact, qui permet, grâce à ces fonds, de se structurer et d'avoir des compétences qu'on n'avait pas avant. Donc, le fonds, il ne va pas me dire comment faire. De toute façon, lui, il doit sortir avec x2 à la fin, sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, tout dépend du fonds. Par contre, il vous donne les moyens aujourd'hui, si l'entreprise a suffisamment d'assets dans le temps, en tout cas par rapport à ses prévisions. Moi, je n'avais pas de responsable RH spécialisé dans la RSE, parce qu'on est tout seul. En fait, la RSE, c'est très compliqué. C'est un vaste sujet, c'est un truc d'expert. Où nous, on n'a pas le temps de s'y pencher, franchement. Et donc, on a besoin d'avoir les compétences clés, les avoir et à disposition, parce qu'on peut avoir des consultants, mais on se dit, bon, on peut toujours se faire avoir. Et j'ai décidé de structurer et d'apporter justement cette compétence au sein de l'entreprise. Sans levée de fonds, je n'aurais pas pu le faire parce qu'une RH, notre responsable RH spécialisé RSE, eh ben, c'est beaucoup plus cher aujourd'hui sur le marché qu'un DRH ou une RH qui n'a pas la spécialité. Et spécialisé en RSE, c'est pas juste j'ai fait une formation de 3 jours. Donc c'est quand même, voilà, faut quand même checker si elle a bien le domaine de compétences. Et elle, grâce à cette ressource, commence à mettre en plan ça va pas se faire comme ça, mais plein de choses qui font que aujourd'hui les salariés de l'entreprise s'identifient et sait ce que c'est de donner en tout cas le sentiment que j'ai une responsabilité. Parce que le salarié n'a pas de responsabilité au départ. Il y a le chef d'entreprise, il y a l'entrepreneur, mais le salarié, le convaincre, c'est une conduite de changement. Et donc, ça prend du temps. Et ça, c'est un travail au quotidien. Puis après, la deuxième chose, moi, qui m'a permis aussi d'accélérer, c'est que bon, j'ai démarré le reverse mentoring avec l'association Entrepreneurs pour la planète. Et j'ai été un petit peu plus loin dans le processus parce que j'en suis devenu président de la région Île-de-France. Et ça m'a permis aussi de matérialiser par rapport à ça, l'image que renvoie l'Entrepreneur pour la planète, matérialiser au sein de mes salariés le fait que Volt était complètement engagé dans ce processus. Voilà. Donc, ça a renforcé le message. Et donc, la compétence plus vos actions en tant qu'entrepreneur à l'extérieur font qu'à un moment donné, vous avez une adhésion qui est beaucoup plus facile. Et d'embarquer les gens, ça donne beaucoup plus de sens, c'est beaucoup plus facile. Moi, je me suis embarqué tout seul, du coup. Mais auto-embarqué. Ouais, voilà. Mais bon, du coup, il y a aussi une difficulté là-dedans, c'est que étant seul au début, il faut s'entourer, puisque moi, personne n'est né entrepreneur et même si les écoles, alors moi, j'ai pas fait HEC, c'est vrai, mais à l'école, on ne nous apprend pas spécialement à monter une entreprise, et donc il faut s'entourer. Et heureusement qu'il y a plein d'organismes qui peuvent nous aider au début. Alors il y a tous les niveaux, hein, le petit soutien psychologique au début, et puis après il y a d'autres réseaux, il y a Entrepreneurs pour la planète, il y a le réseau Entreprendre, il y a plein d'organisations comme ça. Donc du coup, on s'entoure, ça nous aide à tracer un peu le chemin. Voir où on doit aller. Et puis aussi, plus on rencontre de gens qui sont en lien avec l'entrepreneuriat impact, puis on apprend à développer notre proposition de valeur, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire tiens, je vais recycler des déchets, mais comment aussi je vais bâtir ma proposition de valeur pour qu'elle soit cohérente et aller au bout de la démarche. Qu'est-ce que je fais de mes produits en fin de vie, quelle énergie je vais utiliser, etc. Donc ça, c'était super important de bien s'entourer. Et puis ensuite, oui, trouver des fonds, en effet, c'est sûr que c'est super important et c'est pas souvent évident quand on est en création, quand on est une entreprise en transition, on a une autre activité à côté qui nous permet d'actionner certains leviers parce qu'on génère du chiffre d'affaires, parce qu'on est déjà dans le circuit. Quand on démarre avec nos belles promesses, il n'y a pas grand monde qui peut nous suivre. Alors, je ne sais pas si le fonds d'investissement de Vincent suit des personnes qui ont zéro chiffre d'affaires ni rien, mais moi, les premiers contacts que j'ai eus avec les business angels, en général, c'était reviens plus tard, quoi. Sauf que reviens plus tard, moi, je suis dans l'industrie et il me fallait déjà des centaines de milliers d'euros dès le début, quoi. Mais il existe des leviers à actionner. Et donc ça, pareil, en s'entourant bien, on apprend à les identifier et on y arrive. Quel type de financement
Alors, il y a un peu de BPI France au début, normal, quand on démarre. Et puis après, il y a les prêts d'honneur. Donc, bon, on s'endette un peu à titre personnel, mais c'est pas grave, il faut. Il y a France Active, je ne sais pas si vous connaissez France Active, voilà, qui est vraiment, ça c'est super, nous ça a été le gros morceau. Du financement bancaire aussi, via Crediba. Alors, moi, dans mon activité, j'ai la chance d'avoir des machines, donc des choses que les banquiers aiment bien financer, parce que c'est du concret. Et voilà, et donc brique par brique, et finalement, j'y arrive. Vincent, tu financerais ce genre de… Ouais, nous, ce qu'on regarde, juste pour alimenter un peu le débat, ce qu'on regarde, il y a deux critères très simples qu'on regarde. C'est chez les entrepreneurs, c'est l'intentionnalité, qu'est-ce qu'ils veulent résoudre avec leur entreprise, et leur capacité de transformation, leur capacité d'emmener du lourd. Et la principale capacité de transformation, c'est la capacité de s'entourer de personnes encore plus fortes que soi autour. Et moi, le principal progrès que je vois dans le secteur depuis 2005, c'est quand en 2005, on avait un deal flow qui était vraiment assez pauvre. Et puis, c'était souvent des personnes bien intentionnées, mais qui n'étaient pas des personnes d'entreprise et qui, voilà, ça ne le faisait pas, ça n'allait pas provoquer des changements systémiques. Et ce qu'on voit, surtout, je dirais peut-être sur les 5 dernières années, c'est des talents qui arrivent. Je vous donne un exemple. Il y a une entreprise, là, vous en avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Les Alchimistes, qui récupère les déchets organiques des restaurants, des cantines et bientôt, et déjà des particuliers. Donc, il y a une loi, on ne peut plus jeter les déchets organiques comme ça, et qui fait du compost et tout ça en local. C'est une boîte, ils étaient très forts. Là, je vais faire un peu la pub pour HEC, mais il y avait un super polytechnicien, un super EDEC, mais il manquait un truc dans la boîte. Et c'est une fille qui est une HEC qui s'appelle Cyrielle, qui était la directrice du développement de Blablacar, qui est arrivée et elle a tout changé, quoi. Elle a donné une autre dimension à l'entreprise en travaillant avec les 2 autres cofondateurs. Et voilà, donc vraiment, c'est le talent humain pour moi qui est dans ce cheminement, c'est ne pas hésiter à recruter des personnes très fortes et donc vendre ça aussi aux investisseurs. Nous, la plupart des capitaux qu'on met, c'est pour recruter des talents dans les entreprises. Et encore une fois, donc, on investit très tôt. Bon, je viendrai vous voir. Je veux illustrer ton propos en disant, pour ceux qui… Je ne vois pas qui est à l'écran, mais pour ceux qui sont dans la salle, c'est qu'on a 50% aujourd'hui, c'est des statistiques que Laurent Didier ne démentira pas, 50% des promotions d'HEC qui entreprennent, avec un taux, à mon avis, que j'ai estimé moi, entre 10 et 15% autour de start-up dites à impact, c'est-à-dire avec une mission, pas forcément des entreprises à mission, mais avec une mission qui est tournée vers j'ai une action de transformation systémique avec un impact positif, soit une réduction des impacts négatifs, mais soit une action avec un impact positif. Et donc, c'est toute une génération de nouveaux entrepreneurs qui arrivent et qui vont alimenter le secteur et puis qui vont, j'espère, faire grossir l'activité d'Investir et Plus avec des succès. Mais donc, moi, j'ai une question aussi, Vincent, parce que dans le financement de l'impact et de la transformation, on se pose souvent la question des indicateurs, de comment on mesure tout ça. On est passé de l'ESS à l'ISR à l'impact maintenant, mais c'est quoi les indicateurs pour tous ceux qui sont dans la salle qui ne sont pas forcément familiers avec tout ça? Merci de ta question. Il y a plein de choses, je vais essayer d'être rapide, mais c'est vrai que par rapport à 2003, 2004, 2005, aujourd'hui, il y a plein d'acteurs, il y a plein de nouveaux entrepreneurs et c'est génial. Et il y a aussi plein de nouveaux financeurs et c'est également génial. À ceci près qu'il du coup, il y a quand même un spectre très large entre déjà le niveau de maturité des entreprises et puis l'équilibre entre rendement financier attendu et impact. Donc, il y a des fonds qu'on appelle Impact First et des fonds qu'on appelle plutôt Finance First. Donc, Investir et Plus, nous, on est vraiment Impact First. On est là pour changer le monde avec les entreprises qu'on accompagne. Donc, ça, c'est la chose la plus importante. Après, tout à l'heure, je vous disais, 2 critères, c'est intentionnalité et transformation. Si l'impact de la boîte, si l'intention est claire, elle doit être facile à mesurer. Ça veut dire que nous, on utilise des techniques de private equity classiques, c'est-à-dire on fait des LOI, on fait des term sheets, on fait des packs d'actionnaires et on définit avec l'entrepreneur, et c'est toujours un moment assez de vérité, c'est pour lui,
qu'est-ce que tu veux atteindre, quels sont les KPIs qui vont venir caractériser la réussite, l'atteinte de l'impact de ton projet. Et donc, vous pouvez aller voir sur notre site Investirez Plus. Donc là, aujourd'hui, on a à peu près 32 participations. On fait des KPIs entreprise par entreprise. On n'a pas de contraintes de consolidation, donc on fait des choses qui correspondent vraiment au business model ou à ce que l'entreprise veut résoudre. Et pour nous, on a une règle qui est assez simple, c'est qu'on ne parle jamais de finance sans parler d'impact. Et donc, les KPIs extra-financiers, ils sont aussi importants que les KPIs financiers. Et juste pour un dernier point, on essaie de mettre notre modèle propre de fonctionnement en cohérence. Donc, on n'a pas de carry d'interest chez Investir Plus. Le carry, vous savez, dans le private equity, c'est l'équipe qui prend 20% de la plus-value. Pourquoi? Parce que parfois, si on cède notre participation, eh bien, il va y avoir des repreneurs qui vont plus ou moins garantir la continuité de l'impact. Alors déjà, nous, on fait attention à ce que l'impact soit vraiment dans le moteur, ce soit des modèles intégrés. C'est-à-dire que si on enlève l'impact de la boîte n'a plus de valeur. Hein. C'est comme si vous achetez Patagonia et vous faites tout fabriqué en Chine, Patagonia a plus de valeur. Mais du coup, l'équipe, nous, on a un système de primes et on lance même le premier accord d'intéressement légal en France où il faut quand même qu'il y ait de la création de valeur économique, mais tous les critères aléatoires qui vont nous permettre de calculer l'intéressement, c'est des critères d'impact sur nos participations. Merci. C'était une question assez centrale et intéressante pour la mesure de notre transformation, mais je me tourne à nouveau vers vous par rapport au processus de transformation et au parcours d'entrepreneurs ou de dirigeants que vous connaissez, parce que nous, dans le club et au niveau du hub, on aime bien ne pas trop se la raconter sur tout ce qu'on fait bien, mais aussi partager tout ce qui a été difficile, les écueils qu'on a rencontrés, les difficultés qu'on a surmontées, les enjeux qu'on a levés et qui parfois nous dépassent beaucoup. Donc, comment qu'est-ce que vous avez vécu? Je ne vais pas vous dire les mauvais souvenirs, mais en tout cas, ce qui fait partie du parcours d'entrepreneur ou de dirigeant et qui sont finalement les plus formateurs. Qu'est-ce que vous voudriez partager? Je pense que, dans ma parole, je pense que c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Hein. Et je pense même si on se fixe un cap et qu'on apprend à l'école d'avoir une stratégie assez relativement claire, en fait, la vérité, c'est qu'on change de cap beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Donc, dit scolairement, des fois, on ne sait pas dans 6 mois ce qui va se passer, quoi. Donc moi, quand j'ai démarré, en tout cas le projet Volt, il y a 7 ans, je me suis complètement trompé de taille de marché. Et je n'ai pas vu le fait que les vélos n'allaient pas révolutionner le quotidien de la logistique au départ. J'ai failli fermer l'entreprise parce que j'étais à court de cash et je me suis dit, bon, j'ai fait tout sur fonds propres au démarrage. Je me suis dit, peut-être que je vais arrêter. Et finalement, en discutant avec la grande distribution, donc quand j'appelle la grande distribution, c'est Fnac, Darty, Boulanger, parce que je viens du retail, donc j'ai quand même un carnet d'adresses assez large à ce niveau. Et en fait, ils avaient à l'époque besoin d'un relais de croissance, puisque leur domaine d'activité était en train de vraiment chaque année de perdre, et la téléphonie, qui était vraiment la poule aux œufs d'or, commençait à diminuer, et la taille du marché commençait à diminuer. Et est venue justement une demande de commencer à intégrer ce genre de produit. Donc j'ai basculé, mais il s'en est fallu très peu, il faut de la chance aussi. Hein. Et donc j'ai commencé à ouvrir justement des grands comptes, et là tout de suite, on est rentré dans une autre dimension, et ce qui m'a permis vraiment de jumper après derrière et d'asseoir Volt comme le spécialiste de la place en France. Mais voilà, il s'en est fallu peu, c'est une question de timing, question de chance, question de réseau, question de fond, parce que j'ai eu un autre problème après, c'est que j'ai eu des commandes, j'ai eu des grosses commandes et je n'avais pas le cash.
Donc, on reprend le problème. J'ai les clients, mais j'ai plus la trésorerie pour assurer le carnet de commandes qui commençait à se remplir et qui était largement au-dessus de mes moyens. Donc, on va voir les banques, sauf que moi, j'ai une activité de négoce. Aujourd'hui, structurellement, les banques, elles ne sont pas fabriquées, elles n'ont pas le logiciel pour se dire « Ok, je vais financer du BFR, je préfère investir dans un outil industriel ou des rachats de boîtes », mais elles ne sont pas du tout mindsetées là-dedans. Donc, il a fallu bidouiller, d'aller chercher des combines et j'ai réussi à trouver un factor qui me permet d'alléger mon encaissement client. Donc ça, le factor, ça a été pour moi quand même quelque chose d'assez fantastique parce qu'en plus, il m'a permis de réduire le délai client parce que moi, j'achète ma marchandise bien en amont. Et après, il y a eu une aubaine qui a été le Covid. En tout cas économiquement pour mon entreprise, une aubaine, puisque l'État a garanti beaucoup de choses derrière et le factor a commencé à financer les commandes que je passais auprès de mes fournisseurs. Bon, ça s'est arrêté, hein, mais ça m'a permis vraiment de doper la croissance de l'entreprise. Donc, juste pour vous donner un chiffre, hein, j'ai fait, on va dire, plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires la première année, profitable. Deuxième année, j'ai dû faire 1 million, mais pas du tout profitable. Et j'ai fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, très profitable. Voilà. Mais s'il n'y a pas eu on va dire, la combinaison, le Covid, les financements, là, j'en serais absolument pas là. Donc, voilà, ça, c'est la réalité du terrain. Ah ouais, belle histoire, merci. Pour les autres? Donc, hyper d'accord avec ce que tu as dit au début. On change de cap et on ne sait pas trop où on va. Et pour filer la métaphore du bateau, c'est vraiment ça. On part naviguer, on a 3 jours de météo, mais après, au bout de 3 jours, on regarde le ciel et on verra bien et on s'adapte, quoi. Et donc, ouais, il y a plein de défis. On a l'impression de savoir où on va, mais finalement, le chemin se déroule devant nous. Pour moi, pour partager de mauvaises expériences, on va dire, il y en a eu quelques-unes. Déjà, on parlait de bien s'entourer. Moi, j'ai essayé de m'associer avec quelqu'un, ça n'a pas fonctionné. Ça aurait pu mettre en péril la boîte. Au final, ça va, ça s'est bien passé. D'ailleurs, faites un pacte d'associé si vous vous associez, ça met à l'abri. Donc voilà, et puis de la même manière, sur le chemin, on doit faire confiance à plein de gens puisqu'on doit s'entourer. Et par exemple, si on parlait d'associé, on doit faire confiance à des partenaires techniques. On avait choisi de mauvais partenaires techniques, ça ne s'est pas bien passé. Heureusement, on a pu rebondir assez rapidement, etc., sans que ça impacte trop l'entreprise. Et donc, en fait, c'est ça, c'est vraiment, il faut avoir les épaules larges, il faut être hyper à l'aise avec les déconvenus et il faut être convaincu de ce qu'on fait aussi parce que je pense que si on y va hésitant ou si on y va pour les mauvaises raisons, on a vite fait de se dire, bon, c'est bon, qu'est-ce que je fous dans cette galère, j'arrête, quoi. Mais voilà, pas facile. Résilience. Ouais. Franck, pour toi? Bon, je vais paraphraser dans Valgo. Le A, c'est adaptabilité. Donc, c'est sûr qu'être entrepreneur n'est pas très flexible, n'est pas très adaptable et pas un petit peu tomber sur ses pattes de temps en temps. Bon, ça complexifie les choses. Le V, c'est volonté. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qui vous a permis d'embarquer les premières équipes? Il faut montrer l'exemple, il faut croire dans son idée, la répéter régulièrement, parce qu'on a souvent nos collaborateurs ont tendance à oublier parce qu'ils sont dans leur truc. Donc montrer la direction, et même si pour naviguer on peut effectivement partir un petit peu autour de voilà. N'empêche qu'il y a une direction, alors elle peut un peu bouger, mais enfin on sait pourquoi on fait ce qu'on a fait. Et donc voilà, volonté du travail, de l'adaptabilité. Je vous décline pas les autres lettres. Mais la question de départ, c'était… les difficultés que oui, tu as surmontées. Un exemple, etc. Alors moi, c'est clair, je n'aurais pas avoir l'impression d'être toujours parler d'argent. mais nous, c'est la crise de subprime. On a acheté notre première usine en 2006 et plein d'usines derrière, avec l'argent qu'on avait levé. 2008-2009, 10 millions d'euros de pertes. Donc, pour se relever de ça, voilà, on est quand même dépendant un petit peu de ce qui se passe parce que voilà, la macroéconomie, la crise du subprime, ça n'a pas été on est passé de 2006, 10 collaborateurs, fin 2008, 200 collaborateurs, et il a fallu licencier 150 collaborateurs.
c'est pas un bon souvenir. Aujourd'hui, on est 700, donc on a dû rebondir, on a su s'adapter, on a créé notre fonds d'investissement, on a cherché des fonds pour pouvoir se refinancer, etc. etc. Enfin, 2009, c'est pas. Si je pouvais éviter, j'éviterais. C'est l'avantage de l'expérience, c'est qu'on a vécu les subprimes. C'est-à-dire que quand on est un jeune entrepreneur, on est très enthousiaste, on s'est lancé dans plein de sujets aussi, de transformation du déchet, méthanisation, etc., qui sont tous dans la transformation, friche, transformer les déchets, etc. Ça va dans le même sens. On fait plein d'investissements quand on a des sous, mais parfois on n'est pas assez. Une chose que je dis souvent, c'est qu'il faut ouvrir les oreilles. Il faut anticiper. Le A, c'est adapté, mais on aurait pu mettre anticiper. Vincent, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu peux partager comme expérience d'entrepreneur dans ton parcours avec des difficultés surmontées qui pourraient être une leçon pour nous? Il y en a plein parce que, encore une fois, on investit très tôt. Donc, je pense qu'il faut plus investir sur des personnes que sur une idée ou un concept parce que ça va pivoter plein de fois. Je crois que tu as cité tout à l'heure Eloasso, qui est un système de paiement pour associations. Eloasso, maintenant, ça a été revendu par une banque et c'est un grand succès. C'est le référent quand vous voulez faire un don à une association. Généralement, vous voyez sur la page web, si vous utilisez Eloasso. Au départ, ça s'appelait Mail for Good et c'était quand vous envoyez un petit mail, vous faisiez une petite pub pour la Croix-Rouge ou un truc comme ça. Autant dire que ça n'a pas marché très longtemps. Donc, oui, pivoter. Et donc, je pense, c'est nous, la leçon, c'est, il y en a plein. On a eu aussi c'est investir sur des personnes surcapacitaires qui vont être imaginatives, qui vont savoir rebondir et tout, et pas seulement sur une idée ou un produit. Après, c'est aussi un peu spécifique pour notre métier, c'est que nous, on rencontre des très belles personnes sur des très belles causes. Et le grand danger qui nous guette, c'est de défendre la cause et le projet. Je vous donne un exemple très concret. On a investi dans des téléphones pour aveugles et malvoyants. Super, un super produit, mais on a fait un partenariat industriel avec Doro, qui est un fabricant côté franco-suédois, et on a eu un problème technique. Ça n'a pas marché. Et en fait, on était au bout d'un cycle où on pensait que il y avait, notamment pour les aveugles, des associations qui allaient être prescriptrices, comme peut-être Valentin Oui, que vous connaissez. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas un rôle prescripteur assez fort. Et les personnes aveugles ou malvoyantes, c'est des personnes qui sont souvent assez méfiantes et qui sont très difficiles à atteindre. Donc, on avait un problème de go-to-market. Voilà un pur problème. Et donc, la cause était très belle. Malheureusement, donc la boîte a fait faillite. Et derrière, on avait encore des aveugles qui nous appelaient parce que leur téléphone était en panne. Ils voulaient un nouveau et on était super triste de leur dire, ben non, c'est fini. Mais donc, investir sur des personnes qui sont très adaptables, très évolutives. Et puis derrière, même si c'est de l'impact, respecter, entre guillemets, les règles du business, avoir un bon produit, un bon service, répondre vraiment à un besoin, avoir un go-to-market assez simple, des choses assez basiques. Le grand plaisir qu'on a chez Investir et Plus, c'est qu'on a eu 2-3 sur les 32, on a eu 2-3 entreprises qui ont été en difficulté, mais on ne s'est jamais trompé en revanche sur l'impact, sur les personnes. Et ça, c'est un grand... Parce que pour nous, ce qui serait terrible, c'est une entreprise en difficulté. Et en plus, si on s'est trompé sur l'entrepreneur, sur l'entrepreneuse ou l'entrepreneur, alors ça, ce serait terrible. Donc, si je comprends bien, donc on est des entrepreneurs entreprenants et on fait face à des difficultés. On arrive à s'entourer et on arrive à embarquer les équipes et on n'est jamais tout seul et on réussit jamais tout seul. Et donc, j'en viens un peu à l'écosystème de l'entrepreneur. Donc, et entrepreneurs pour la planète parce que déjà on est un club d'entrepreneurs ici, donc tous les entrepreneurs sont les bienvenus pour partager leur succès, leur questionnement entre pairs. On fait des groupes de co-développement. Donc moi je voudrais savoir comment ça se passe chez Entrepreneurs pour la planète pour les projets que vous aidez en fait, quelque part. Et qu'est-ce que c'est que le projet Entrepreneurs pour la planète et puis comment concrètement ça peut inspirer des personnes qui ont envie de transformer leur boîte ou
ou de bouger dans l'impact? Alors, Entrepreneurs pour la planète, c'est 3 missions aujourd'hui. Déjà, c'est de réunir des entrepreneurs qui sont engagés avant tout et qui ont envie de faire bouger les choses, qu'ils soient jeunes start-upers, qu'ils soient étudiants avec des projets, qu'ils soient scientifiques avec des projets un peu fous. C'est le côté associatif, là, pour le coup, qui fait qu'on peut réunir tous ces acteurs-là qui sont très différents, avec une maturité de projet très diverse. C'est aussi des porteurs de projets qui viennent d'espaces naturels, qui portent un projet directement lié à la protection d'un environnement. Donc ça, c'est aujourd'hui plus de 520 porteurs de projets dans la communauté. On les appelle nos porteurs de projets, mais ce sont des entrepreneurs, ce sont vraiment des gens qui portent des projets entrepreneuriaux souvent. Et de l'autre côté, c'est aussi un écosystème d'entrepreneurs, je vais dire, plus traditionnels, qui ont été d'autres entrepreneurs qui ont eu d'autres vies avant, typiquement, et qui ont vraiment compris que l'impact, c'était un sujet, impact environnemental, sociétal, et qui ont envie de rejoindre donc une communauté d'entrepreneurs au sens très large, où ils vont y retrouver des ressources, ils vont y retrouver tout type de ressources, mais surtout un écosystème qui est extrêmement bienveillant et qui va leur apporter certaines choses. Donc, ça va aller de... Alors, c'est un de nos points forts chez Entrepreneurs pour la planète, le mentorat. Vous avez un exemple d'un binôme là, qui est avec nous ce soir. Et puis Grégory aussi. Franck et Voilà, Marc, Franck parce et qu'on Marc. ne les a pas présentés comme un binôme. Mais... Donc, c'est un peu l'origine d'Entrepreneurs pour la planète. Ça a été de dire, finalement, il faut aussi s'entraider entre entrepreneurs. Et puis, vous avez des entrepreneurs qui ont une expérience, une forte expérience et qui ont envie de mettre leurs compétences au profit d'un projet impact. Et ce porteur de projet impact qui est dans la communauté va aller chercher un mentor. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que chez nous, c'est vraiment du réciproque, c'est du win-win. Donc, le mentor va porter son regard avec beaucoup de bienveillance en général et de son temps et de ses compétences. Et en échange, ce qu'on aime, nous, beaucoup, c'est que le porteur de projet puisse éventuellement... Alors, ce n'est pas le cas pour Franck parce que c'est un convaincu, mais nos porteurs de projet est vraiment cette possibilité de sensibiliser leur mentor sur ces sujets d'impact. Par du témoignage, justement, par cette relation qu'ils construisent ensemble, et donc, du coup, éveiller un peu les consciences de ces entrepreneurs plus traditionnels qui sont dans une démarche de dire, bon, OK, nous, on va s'y mettre aussi, mais c'est aussi grâce au mentorat. Donc, ça, c'est un des points forts de l'association, mais pas que ça. Aujourd'hui, on est en train de grandir. Notre deuxième force, c'est de s'implanter territoire par territoire. Pour nous, c'est très important que les entrepreneurs aient une vraie action territoriale et puissent rayonner sur leur territoire et créer leur écosystème sur leur territoire. On se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'entreprises traditionnelles qui sont implantées sur un territoire, elles ont envie aussi d'avoir une action territoriale. Elles ont envie d'accompagner un porteur de projet, mais sur leur territoire. Et donc, il y a tout ce côté territorial, proximité, qui joue un rôle très fort. On est présent sur 4 grands territoires français, qui sont Paris et l'Île-de-France, que Barbara anime aujourd'hui, que sont le Sud et la région Sud, puisque le projet est né dans le Sud, la Bretagne, et Pays de la Loire, et puis Lyon et la région Haut-Rhin. Notre idée, c'est de nous développer, donc d'ouvrir d'autres antennes pour pouvoir être présent un peu partout sur toute la France, pourquoi pas l'Europe un jour. C'est très ambitieux pour une association, Vincent. J'en ai bien conscience et ce n'est pas toujours simple. Bon, après, c'est une association d'entrepreneurs engagés, donc on sait qu'on peut avoir leur soutien et on sait qu'on peut aussi leur apporter beaucoup. Et puis, il y a la troisième mission importante de l'asso qui est animer cet écosystème. Et en fait, on se rend compte que c'est de plus en plus demandé. C'est de pouvoir, pas par des événements comme ce soir, mais il y en a plein d'autres en fait, animer, apporter du contenu, de l'expérience, des bonnes pratiques auprès de notre écosystème,
puisqu'en fait, aujourd'hui, l'écosystème, c'est les porteurs de projets, c'est les entreprises traditionnelles qui rentrent dans la communauté, c'est des fonds d'investissement qui s'intéressent aussi à nous, qui rentrent dans la communauté. En fait, c'est tous ces acteurs à toutes les étapes de l'entrepreneuriat qui ont envie d'être engagés, d'avoir un impact et qui donc du coup vont jouer un rôle à un moment donné. Ce sont des experts RSE qui vont éventuellement aussi organiser des webinaires avec nous, porter des conférences, enfin, voilà, sur plein de thématiques. Donc l'idée, c'est aussi de pousser tout un écosystème qui va pouvoir répondre à ces problématiques-là. Pour être moins seul et pour bénéficier d'une dynamique. Et bénéficier de cette dynamique et rentrer, et pas se surtout, Marc le disait tout à l'heure, de ne pas être seul, c'est super dur pour un entrepreneur et de savoir que régulièrement, on peut être, c'est idiot, hein, mais un apéro de porteurs de projets, de mentors, d'être à une soirée comme celle-là et de rencontrer d'autres personnes qui vont avoir envie d'agir, c'est extrêmement… Si j'ai bien compris, entrepreneur pour la planète, ce n'est pas que pour la planète, c'est pour la planète au sens large, l'humain y compris. Ouais. On est d'accord ? Tout à fait. Et le message à passer aux entrepreneurs qui sont parmi nous, c'est welcome. Qu'est-ce que vous leur dites à tout le monde De rejoindre la communauté. Bienvenue chez Entrepreneurs pour la planète. Pour bénéficier de ce mentorat. Voilà, de bénéficier du mentorat, de l'écosystème, des experts, de l'animation de la communauté. C'est très riche. Je pense que ça le deviendra de plus en plus. Plus il y aura d'entrepreneurs dans la communauté et plus ça deviendra riche en termes d'échanges. Et donc, c'est notre souhait en tout cas. Moi, j'ai un message aussi parce que c'est que déjà, il faut être convaincu, mais c'est aussi très difficile de pouvoir s'exprimer et de trouver la bonne plateforme d'expression par rapport à ce qu'on peut apporter, nous, sur notre expérience et notre vécu qui peut servir. Et donc, dans Entrepreneurs pour la planète, c'est vraiment la bonne plateforme pour pouvoir s'exprimer et d'aller un petit peu plus loin dans la démarche que juste dans son entreprise. Donc, à partir du moment où vous êtes convaincus, messieurs, dames, c'est toujours bien de faire don de votre expérience parce que les projets, il y en a beaucoup, comme dit Vincent, c'est des bonnes personnes, les projets sont sains, mais il faut qu'ils passent le cap des 3-4 premières années, qui deviennent profitables et ils sont souvent tout seuls. Et donc, notre rôle à nous, c'est quand même de les accompagner et faire en sorte que le projet aboutisse d'un point de vue financier, parce que c'est quand même financier la chose dont on parle. Et voilà, nous, on amène ce petit truc, c'est à notre échelle, mais c'est un petit truc en plus qui fait que on va essayer de faire émerger tous ces projets. Et Franck et Marc, comment ça se passe, votre binôme, pour la vraie vie du binôme entre vous? Tellement de choses à dire. Vous disiez, vous avez l'habitude de vous retrouver. Oui, on échange souvent, que ce soit au téléphone ou quand on a l'occasion de se voir. On se voit souvent grâce aux événements Entrepreneurs pour la planète, mais nous, sinon, on est toujours en contact au téléphone ou en visio. Moi, juste un mot avant, pour rejoindre Entrepreneurs pour la planète, déjà, ça m'avait semblé hyper évident. Le concept était tellement clair. Donc, je vais être mis en contact avec un entrepreneur qui s'intéresse à mon projet, qui a envie de s'investir dans une entreprise à impact et qui est en activité. Ça, c'est super important. Et du coup, ça m'avait paru une évidence de le rejoindre et j'ai jamais eu à regretter puisque, en effet, je parlais tout à l'heure des différents circuits d'accompagnement qui existent, mais souvent dans ces organisations-là, qui sont très bien, on est face à des gens dont c'est, entre guillemets, le métier de vous accompagner. Et ils ne sont pas forcément en activité, ils ne sont pas forcément chefs d'entreprise ou du moins qui ont des responsabilités dans une entreprise. Et personne du niveau de Franck dans les incubateurs où j'ai été, même s'il y a des gens très bien. Et là, d'un coup, on se retrouve avec quelqu'un qui a une vraie expérience. Donc, Franck, en plus, travaille dans une entreprise qui est orientée dans le développement durable, etc. Donc, il a cette sensibilité-là, mais qui a une vraie expérience et qui a une vision. Quand on lui parle d'enjeux, j'ai rencontré tel problème, je rencontre tel problème, je me pose telle question. Il les a certainement déjà rencontrés dans sa vie et il a la bonne approche, la bonne réponse assez rapidement. Et du coup, ça, c'est hyper précieux, quoi. C'est pas seulement on est entouré pour un soutien psychologique, il y a quelqu'un qui vraiment nous pousse, quoi, et trouve des solutions pour nous, donc c'est top. C'est convaincant. Merci. Alors moi, c'est une démarche purement égoïste. Parce que je pense qu'on fonctionne comme ça. Moi, avant tout, on n'a peut-être pas assez dit, mon entreprise, c'est une aventure humaine. C'est vraiment une aventure humaine.
On se fixe un cap, on essaie de respecter des objectifs, tout ce qu'on veut, un business plan, hein, mais ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est le chemin qu'on fait. C'est les gens avec qui on travaille, ceux qui nous entourent. Et donc, moi, j'ai fait un entretien avec Marc, je me suis dit, si ça ne matche pas, sur l'entretien, il sert à ça, est-ce que je vais avoir plaisir à aider ce jeune? Voilà. Et donc, c'est purement égoïste. Pourquoi? Parce que c'est d'abord du plaisir. Après, on peut mettre des notions de devoir en se disant, ben, tiens, je fais quelque chose de bien, je fais de l'impact, ça a du sens, etc. Mais si je ne prenais pas plaisir, aussi quand il m'appelle, je vois son téléphone, je dis, bon, il faut encore me casser les pieds, là, son truc, ça ne marcherait pas. Donc, cette espèce de couple, entre guillemets, entre le mentor, le mentoré, qui est réversible, parce que moi, ça, j'y trouve du plaisir. J'adore les jeunes. Je m'endors mes enfants aussi, qui sont entrepreneurs, qui ont fait des études de commerce et qui ont monté leur boîte également, parce que je trouve ça motivant, etc. Mais ça m'aide aussi à rester un peu dans le coup, cet échange-là. Donc, c'est purement égoïste pour ça. De façon un peu ironique, mais il y a de ça. Le plaisir qu'on prend au travail, le plaisir qu'on peut trouver à mentorer, c'est quand même le moteur. J'ai un petit truc à rajouter. Oui, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises, je dirais, je les appelle les entreprises un peu traditionnelles, qui n'ont pas encore fait leur virage ou qui sont en train de se poser plein de questions ou qui sont déjà en train de écrire leur feuille de route dans ce sens. Elles sont très intéressées aussi par notre démarche parce qu'effectivement, si le chef d'entreprise a déjà cette volonté de transformer son entreprise, et Dieu sait si c'est un gros challenge, il a la possibilité, en rentrant dans notre communauté, d'embarquer aussi ses collaborateurs, ses membres de COMEX ou comité de direction, de les mobiliser et de venir nous chercher pour qu'on leur trouve des projets hyper intéressants qui peuvent aussi être le mentorat est une très belle expérience pour eux, pour éveiller, on va dire, ces cadres dirigeants qui ont un petit peu de mal de temps en temps à comprendre ces sujets-là. Et puis, ils sont aussi souvent en recherche d'innovation. Et c'est tout bête, mais même s'ils ne vont pas aller jusqu'à l'étape d'investir dans un projet pour leur propre business, ils peuvent être vraiment intéressés par la veille et se rendre compte un peu de tout ce qui va émerger comme type de projet, les innovations dans plein de domaines. Et ça, c'est une ressource qu'on a aujourd'hui et qu'on peut pousser auprès de ces entreprises. Avis aux amateurs, donc merci beaucoup Hortense en tout cas pour ce témoignage. Et donc, avant de passer la parole à la salle pour des questions, je voulais poser une dernière question à propos de, au-delà de l'écosystème, c'est qui sont les structures qui peuvent accompagner les entrepreneurs ou les dirigeants. Donc, on a parlé des investisseurs, des financeurs, comme les Investirait Plus. Et aussi, il y a un certain nombre de conseils. Alors, ils ne sont pas toujours faciles à appréhender. Hein, j'ai entendu ça. On ne sait pas très bien s'ils nous vendent du rêve mais je voudrais me tourner vers Magosia, c'est ça, qui est avec nous. Donc, Laurent en a parlé. Donc, toi, après 15 ans de carrière dans la banque, tu as fondé Easy Impact. Tu peux prendre un micro. Et donc, en fait, tu conseilles les entreprises et tu leur fournis des outils digitaux pour la mise en place de leurs pratiques RSE et plus, si affinité. Et donc, ton fait d'armes, c'est que tu fais partie des projets qui ont été sélectionnés par Initiative Women Entrepreneur for Good, c'est ça? Donc, et tu fais partie de l'incubateur HEC à la Station F depuis septembre. Donc, tu es une jeune start-up. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ton expérience et de ce que tu peux apporter? Alors, effectivement, dans les discussions avec les entreprises, on s'est rendu compte que la plupart des impacts qui sont possibles à mettre en place, elles sont parmi les toutes petites entreprises. Et à 70-90% de tout ce qui est la clean tech, c'est des petites entreprises. Et le souci que ces entreprises ils n'ont pas de visibilité. Elles sont trop petites, elles ne sont pas vues par des grandes entreprises qui sont, au final, c'est ceux-là qui peuvent promouvoir ces solutions. Je te propose de te mettre dans l'écran parce qu'effectivement, on me signale, et je n'avais pas compris tout de suite, que tu n'es pas dans l'écran. Il faudrait que tu te mettes sur… Je ne suis pas dans… D'accord. Merci. Merci.
C'est mieux pour ceux qui sont avec nous en Oui, ligne. pardon. Merci. Donc, effectivement, on s'est dit que pour vraiment réussir cette transformation de toute économie, il ne faut pas oublier ces petites boîtes. Et le souci qu'ils ont, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de guidelines qui leur permettraient de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Il y a des grandes entreprises maintenant qui regardent leur chaîne de valeur, ils imposent certaines choses, ils ont le devoir de vigilance, par exemple, donc ils sont obligés de récupérer certaines informations. Et tout ça, ça paraît extrêmement compliqué pour des petites entreprises. On a entendu ça aujourd'hui, vous avez mentionné. C'est compliqué, c'est cher, comment je peux y arriver? Donc nous, ce qu'on fait, c'est on a mis en place tout un système d'accompagnement de diagnostic jusqu'aux communications et puis jusqu'aux communications sur la maturité d'entreprise, donc les indicateurs et toutes les procédures politiques qu'ils ont mis en place, mais aussi pour aller encore plus loin à travers formation et les innovations. Donc, on regarde l'entreprise, souvent l'entreprise à impact, elle a un impact en tête. Elle est, par exemple, dans la circularité ou elle est dans le climat. Et souvent, elle oublie les autres parce qu'elle s'est dit, bon, ben, moi, je suis à impact là. Et le résultat, c'est vous avez une entreprise comme Tesla qui est très avancée sur le climat, mais ils ont oublié tout ce qui est diversité, ils ont oublié anti-harcèlement. Et du coup, ils ont des problèmes pour se développer potentiellement. Donc, les grandes entreprises, aujourd'hui en Europe, elles regardent ces sujets-là. Donc, les petites entreprises, elles ne peuvent pas se permettre d'oublier les autres impacts. Mais il faut le faire d'une façon simple. Il ne faut pas… Alors, les entreprises, personne n'attend que l'entreprise soit parfaite. Il faut qu'elle sache où elle est, donc elle mesure ses impacts actuels, sa maturité actuelle, et elle sache où elle veut aller. Et du coup, les parties prenantes qui sont autour de l'entreprise, dont le financeur, par exemple, le fonds impact, elles vont savoir où va l'entreprise et elles vont pouvoir monitorer son progrès. Et c'est ça qui est important au final, parce qu'eux, ils doivent savoir où l'entreprise va être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et pas forcément que aujourd'hui. Et ce qui est important aussi, c'est différencier les indicateurs impact dont parlait Vincent tout à l'heure, mais aussi des indicateurs qui sont standardisés. Parce que chaque entreprise, elle a ses indicateurs qui sont sur mesure, parce que son business model, il n'est pas exactement pareil que de son compétiteur, mais ces parties prenantes, dont les financeurs, les banques, ils ont besoin ou leurs clients corporate, ils ont besoin des indicateurs qui sont standardisés, qui peuvent agréger. Et c'est là aussi la difficulté qu'on trouve aujourd'hui dans cette confusion, mais c'est quoi le bon indicateur que je dois communiquer? Donc, c'est sur ça aussi que nous, on aide les entreprises pour les guider. Déjà, où vous êtes aujourd'hui, où vous voulez aller, comment y arriver, et par la suite, vous accompagner dans la durée, par les formations, par mise en contact, par les innovations. Par exemple, vous avez parlé de circularité sur lithium. Ça se trouve, il y a déjà des boîtes à impact qui le font. C'est juste qu'ils ne sont pas visibles pour vous. Donc, il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui en Europe et partout dans le monde. Il y a aussi énormément surtout sur la circularité, sur le traitement de déchets, énormément de choses qui se passent en Inde, en Afrique, parce que c'est là où finalement nos déchets ils ont fini. Donc, il y a beaucoup d'innovations qui se créent, mais qui ne sont pas visibles. Et c'est ça qu'on veut apporter pour faciliter et surtout accélérer cette transition. Oui. C'est Easy Impact. Ça s'écrit. Et ZY Impact. On pourra transmettre le nom et les coordonnées aux participants ensuite. Je me tourne vers la salle, je propose qu'on passe aux questions. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Et donc, ceux qui sont à distance peuvent poser des questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions déjà de… Des questions, mais Vincent va répondre en direct dans le chat. D'accord, ok.
Ok, magnifique. Donc, on va faire circuler un micro pour ceux qui souhaitent poser des questions. Voilà, on a des questions. Merci. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour ces témoignages. Moi, on a parlé tout à l'heure d'entreprise à mission. Aucune d'entre vous, j'ai l'impression, n'a fait ce choix de devenir entreprise à mission. Est-ce que vous avez fait d'autres choix de valorisation de vos actions par des certifications, d'autres façons de formaliser un petit peu cet impact? Il y a Vincent qui veut dire quelque chose. Oui, parce qu'il y avait, merci de la question, il y avait un peu la même question dans le chat, du coup je la lis. Bonsoir, quel partage d'expérience autour des bénéfices perçus aux labellisations B Corp, AFNOR et tout. Nous, Investir et Plus, on est B Corp. C'est quelque chose qu'on promeut. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est B Corp. B Corporation, en fait, c'est un label qui est venu des États-Unis. C'est porté par une fondation et c'est un label qui ne s'adresse qu'aux entreprises, donc ce n'est pas aux associations. Et du coup, qui est en open source, donc vous pouvez l'utiliser. Vous allez sur Internet, vous faites le BIA, donc c'est B Corp Assessment. Et ça vous donne une cartographie holistique de vos impacts, justement pour éviter les trous dans la raquette qui étaient mentionnés auparavant, à la fois sur votre mission, sur votre purpose, mais aussi sur la cohérence, pourquoi je fais ça et comment je le fais. Et la cohérence, que ce soit au niveau des collaboratrices et des collaborateurs, que ce soit au niveau des communautés locales, que ce soit au niveau des fournisseurs, des autres parties prenantes, que ce soit au niveau de la gouvernance. Donc, vous avez ces… nous, on pousse pas mal pour Investir et Plus. Ça a été un processus extrêmement structurant, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'on faisait parce que ça nous paraissait faire du sens, mais c'était intuitif. Et du coup, là, c'est venu dire, en fait, c'est bien. Donc, ça vous pousse à le conserver, voire à le renforcer. Ça nous a aussi montré des choses. Ce serait bien de les faire, mais nous, c'est compliqué. Par exemple, comme on est une holding d'investissement, le pourcentage détenu du capital par nos propres collaborateurs est assez faible parce que l'argent, on lève beaucoup d'argent c'est notre matière première. Donc, on n'est pas très bon là-dessus, mais c'est notre modèle, on ne peut rien y faire. Et en revanche, ça nous a montré aussi des choses qu'on pouvait assez facilement améliorer, faire notre empreinte carbone ou d'autres choses comme ça. Donc, ce qui est important, c'est le chemin. On parlait de cheminant tout à l'heure et pas forcément le but. Donc, la certification, donc il faut avoir plus de 80 points sur 200. C'est bien, ça peut être utile. C'est de plus en plus connu maintenant, notamment en France, mais c'est beaucoup plus connu à l'étranger. Mais pour autant, le plus intéressant, c'est vraiment le chemin. C'est tout d'un coup d'avoir sur un outil qui est très simple, qui est assez bien fait, tous vos risques. Et vous pouvez choisir en connaissance de cause et renoncer en connaissance de cause. Sur nous, du coup, on pousse nos participations à aussi se labelliser, mais il y en a qui sont ESUS. Donc, ESUS, c'est juste le label, c'est un label gouvernemental de la loi Hamon sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et puis aussi, on a certaines de nos entreprises qui sont entreprises à mission. Alors, l'entreprise à mission, c'est juste, voilà, vous définissez votre utilité et vous mettez un certain nombre de KPIs et une structure qui va suivre l'atteinte de votre mission. C'est une loi, donc c'est dans la loi PAC, c'est une loi française. Donc après, ça dépend complètement de votre entreprise et de votre état d'esprit d'entrepreneur. Et aussi, est-ce que c'est important pour vos clients, pour vos parties prenantes que vous ayez ces labels-là? Merci Vincent pour cette réponse très étayée. Il y avait une question de… Bonsoir à tous, Emmanuel Beaurepaire. J'ai une question plutôt une information pour Volta, parce que vous avez mentionné l'inexistence des solutions de recyclage pour les batteries lithium. Alors, pour avoir été secrétaire général de l'Association européenne des recycleurs de piles, batteries et accumulateurs, je peux vous dire qu'il y a plusieurs solutions, notamment en France, avec Cedilor, avec Snam, et qu'il y en a d'autres aussi en Europe. Il y a plusieurs solutions. Je sais que c'est compliqué parce que, par définition, les batteries lithium sont explosives, surtout au contact de l'eau. Mais voilà, juste pour vous signaler ça au passage, et je pourrais vous donner les coordonnées si ça vous intéresse. Ma question était plus relative à la réglementation. Créer une société avec un beau projet, avec un beau business plan,
avec une bonne équipe, c'est une chose. Et puis, il y a un deuxième facteur de développement et d'accélération, c'est la réglementation que l'on peut créer en amont ou au moment de la création de l'entreprise pour effectivement lui donner un coup d'accélérateur. Je vous donne juste un exemple pour illustrer ça. En s'occupant d'un site qui fabriquait du méthylate de sodium, alors un produit chimique un peu complexe à La Rochelle, et qui avait une compétition européenne avec des fabricants, les gros fabricants allemands, avec une technologie mercure polluante, mais à un coût bien moins élevé qu'une technologie sans mercure. C'est sûr que si on agit au niveau européen, international, pour faire interdire la technologie mercure, on a quand même beaucoup de chances de pouvoir développer son activité, dans ce cas d'espèce, son activité industrielle, mais ça pourrait être vrai comme l'autopartage ou les véhicules électriques dans un certain nombre de domaines. Merci pour le témoignage. Donc la question, c'est est-ce que la réglementation est un levier d'accélération pour nos business, pour vos business? Ouais, c'est essentiel en fait. C'est là que ça se joue. Enfin, c'est pas que là que ça se joue. Nous, notre boulot, c'est de monter la boîte et de faire quelque chose de vertueux et de proposer une solution. Je veux dire, tant que ça coûtera moins cher de faire mal que de faire bien, ben, on fera mal. Donc, tant qu'il n'y a pas d'évolution sur la réglementation, sur la fiscalité, nous, on peut faire de notre mieux, mais je veux dire, voilà, l'humain est tout bête. Hein, il va au plus simple, il va au moins cher. Donc, surtout quand ça va mal économiquement, et c'est un peu vers là qu'on va en ce moment. Donc, c'est sûr que la réglementation et l'évolution de la réglementation, c'est essentiel. Les grands méchants, ils ont plein de lobbies super puissants et ils arrivent à empêcher certaines lois de passer ou ils arrivent à réécrire certaines lois. Les gentils, ils ont des lobbies pas très puissants et du coup, on avance un peu plus lentement qu'eux. Et je pense que c'est vraiment le gros enjeu, quoi. Il y a beaucoup de choses à dire sur la réglementation dans pas mal de nos métiers, parce qu'en France, on est très réglementé. Donc, je vais faire attention pour tous les monteurs de projets, bien faire attention aussi à la réglementation européenne, qui est toujours en avance de phase. Il y a plein de choses qui se passent à Bruxelles et qui vous retombent sur la figure ensuite. Et ça, c'est très important de le savoir, parce que moi, j'ai mentoré une autre société qui, son business plan s'est arrêté parce que tant que la directive européenne n'était pas ratifiée, on a 6 mois, 1 an et demi, ça fait 2 ans. Mais maintenant, plus d'argent. Donc, l'idée était bonne au démarrage, mais tant que le produit n'est pas réglementaire, alors qu'il va le devenir, ça peut être un frein. Deuxièmement, moi, j'interviens beaucoup à l'étranger, dans des pays où il n'y a pas de réglementation dans l'environnement. Donc, entre guillemets, je la crée. Et donc, avec mes concurrents anglo-saxons, etc., il y a ce conflit de réglementation. Donc, c'est très important, effectivement, pour avoir cette expérience d'être dans un endroit où il n'y a pas de réglementation. À quoi je me raccroche? Beaucoup de nos métiers, en fait, ils tiennent un financement, il y a une demande, et y a-t-il un gendarme? Et pourquoi je suis président d'une chambre syndicale? C'est justement pour promouvoir une réglementation en faveur des savoir-faire français, etc. Parce que ça m'aide dans mon business. L'aspect réglementaire est très, très important dans tous les métiers liés à l'environnement et dans d'autres, dans l'alimentaire, etc. Merci. Laurent, oui, nous, pour dire qu'on a beaucoup de nos entreprises qui surfent en fait sur des évolutions réglementaires. Tout à l'heure, je parlais de la loi Egalim dans tout ce qui est alimentation. Donc, on a des entreprises qui, notamment un ERP qui permet aux cantines de faire des menus qui respectent toutes les contraintes nutritionnelles, mais aussi plus du bio, plus du local. Je vous parlais des alchimistes avec la récupération des déchets organiques ou, par exemple, Usage, qui est un de nos derniers investissements, qui sont des stations de lavage. Vous avez peut-être repéré qu'au 1er janvier 2023, on n'a plus le droit au packaging à usage unique, y compris dans les fast-foods. On a une entreprise qui s'appelle Alvi, qui fait aussi des capteurs pour optimiser l'usage des intrants dans la production céréalière. Donc, oui, c'est à la fois une opportunité, mais en même temps, il faut que ces lois soient appliquées. Et nous, la difficulté qu'on a, par exemple, les déchets à usage, les packaging à usage unique, il y a eu un feu médiatique dessus, il ne faut pas que ça retombe. Sinon, il y en a plein qui ne vont pas appliquer la loi. Pour le moment,
le ministère est assez à cheval sur le truc, mais par exemple sur la limitation de l'utilisation des intrants chimiques dans l'agriculture de plein champ, c'est une loi qui est aujourd'hui pas du tout respectée. Il y a rarement des amendes et donc c'est important que le cadre réglementaire, et puis vous avez suivi, heureusement qu'il y a l'Europe sur les néonicotinoïdes, vous avez vu parfois où on sait que ça vient, le changement, mais on ne fait rien en espérant qu'il n'arrive pas. Et malheureusement, la structure, toute l'industrie betteravière, là, s'y est pas du tout préparée, alors que c'était sûr que ça venait au niveau de l'Europe, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Donc, anticiper et puis essayer quand même que les lois soient, et la retranscription des lois en droit français soit appliquée. Merci. On prend une dernière question. Bonjour à tous, Arnaud Chéreau, cofondateur de Wello. Nous fabriquons des vélos cargo solaires et connectés qui répondent aux enjeux de la logistique des derniers kilomètres et des différents sujets, notamment de la logistique du froid, qui représente une partie importante de cette logistique des derniers kilomètres. Je voulais juste intervenir, et avec une petite particularité, on est issu historiquement de l'écosystème ultramarin de l'île de la Réunion. On a démarré là-bas, aujourd'hui on a sauté l'océan post-levée de fonds, on est implanté au Mans, en Île-de-France, et on déploie dans l'Hexagone et l'Europe. Et le proche Europe. Je voulais juste intervenir sur un sujet. Au cours de l'aventure Wello, on a croisé des personnes qui nous ont dit « Vous avez des panneaux solaires, vous avez des batteries lithium, vous ne pouvez pas dire que c'est durable parce que ça émet du CO2 à la fabrication. » Et donc, suite à ces sujets, suite à ces questions, on a décidé de mener une étude avec l'ADEME, un étudiant des mines de Nancy, et on a fait ce qu'on appelle une ACV sur ce sujet, ce qui nous a permis d'analyser et d'avoir une logique d'analyse du cycle de vie uniquement sur la partie énergétique et chaîne de transmission du véhicule. Mais aujourd'hui, on a cette étude que l'on a formalisée avec quelques pictos et autres, qui est très simple, qui devient un véritable avantage concurrentiel quand on le présente à nos clients. Nos clients nous demandent d'ailleurs l'étude de plus en plus pour l'intégrer à leurs réponses d'appel d'offres ou autres. Et cette étude nous a aussi permis de voir ce qui pouvait être vertueux dans cette démarche sur la relocalisation de certains composants. Donc, on est à 70% à moins de 200 km de nos ateliers. Tout ce qui est batterie, on travaille plutôt sur des solutions européennes, mais c'est vrai que ça reste un sujet sur les cellules et autres. Toujours est-il, c'est devenu un véritable avantage. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, en prenant le sujet à bras-le-corps, on a pu tomber sur les bonnes personnes, aussi bien cet étudiant que l'ADEME. Ça nous a donné une direction à suivre pour s'améliorer et aujourd'hui, c'est un sujet qui plaît et qui nous permet aujourd'hui de signer de plus en plus avec certains grands comptes hexagonaux. Donc voilà, c'était juste une petite introduction. Merci pour ton témoignage. Content que tu sois avec nous. Donc vous allez pouvoir discuter si vous restez tous les deux là. Je n'ai pas compris si c'était concurrent. Non, je suis son futur. Je suis son futur. Donc, on va, avant de passer à notre apéritif pour ceux qui sont dans la salle et qui ont le temps de rester avec nous, ça va nous permettre de répondre aux questions qu'on n'aura pas pu poser et puis faire un peu de réseau et puis se rencontrer. Donc, je voudrais me tourner vers chacun des intervenants pour un dernier mot en forme de conseil. Est-ce que vous avez un mot ou trois mots? Allez, trois mots pour ceux qui sont dans la salle et qui sont derrière leur écran et qui veulent se lancer, qui veulent transformer leur boîte. Trois mots pour le conseil, qui y va? Pour un peu revenir aussi sur ce qu'on a dit au début, il y a plein de problèmes, enfin, c'est très compliqué, c'est très problématique, mais si on regarde la montagne de problèmes, on n'y va jamais. Et donc, du coup, prendre les choses une par une, voilà, s'assurer qu'on le fait pour les bonnes raisons et qu'on va dans la bonne direction. Mais voilà, pas trop regarder la montagne, y aller, et puis on trouvera toujours des solutions au fur et à mesure, sinon on ne fait jamais rien. Des choses une par une, merci. Oui, je vais peut-être dire de ma part, c'est n'attendez pas que vous soyez parfait. Commencez la transition, allez-y. Allez-y, super. Moi, je dirais déjà convaincu, parce que si vous ne l'êtes pas vous-même, c'est compliqué d'agir. Donc ça, c'est une démarche personnelle et psychologique, parce qu'elle est psychologique. Beaucoup de gens sont encore dans le déni et je pense que progressivement, voilà, votre développement personnel doit bouger, sinon c'est compliqué. Et après, je suis un peu d'accord, voilà, faut essayer de faire ce qu'on peut et essayer de trouver la bonne direction et voilà, et pas d'être parfait. Voilà, je pense que c'est le bon mot, parce qu'on n'est jamais parfait, il n'y a pas de business qui sont transverses, c'est pas vrai.
Mais déjà, voilà, nous, je pense qu'on ne va pas changer le monde, hein, mais on va mettre le petit grain. Et je pense que c'est pour nos générations futures, eux pourront transformer beaucoup plus que nous, parce que je suis convaincu, moi, que si on donne le là, aujourd'hui, en sortant si on demande à tous ceux qui sortent d'école, ils veulent être entrepreneurs, enfin majoritairement. Et je pense que dans 10 ans, 15 ans, ceux qui sortiront d'école voudront être entrepreneurs à impact. Voilà, ce qui n'est pas encore forcément le cas. Donc si on donne le là, on donne le mouvement, je pense que ça peut marcher. Pour rester humble quand même, toutes les expériences ne sont pas... courage, parce que impact ou pas impact, bon, ouais, aide-toi, t'aidera. Et vraiment, ça, pour démarrer et continuer ça, courage. Et donc, réseau aussi. Vraiment, tester ses idées ou tester son organisation. Ou quand même, quand on est jeune, quand on reste jeune, on peut avoir bénéficié d'un réseau. On ne nous ouvre pas forcément la porte spontanément. Donc, voilà. Le réseau, c'est important quand même pour réussir assez vite. Et donc, essayer de cultiver son réseau, ça, c'est important. Ça me paraît important. Du courage et du réseau, c'est déjà un bon départ. Et je me tourne vers Vincent, la SPAT Notlist. Non, moi je dis là, vous avez vu pas mal d'entreprises qui sont natives de l'impact. Pour ceux qui sont dans des entreprises qui ne sont pas natives conventionnelles, mon message, c'est de ne pas avoir peur et surtout de dire il n'y a pas le choix. Quelles que soient vos convictions, il n'y a pas le choix. On a parlé de taxation, on a parlé de régulation, on aurait pu parler de boycott par les clients, par les talents. On aurait pas pu parler de nouveaux concurrents, on en a un peu parlé avec les exemples, notamment de Grégory. On parle aussi de ressources qui ne vont plus être disponibles. On n'a pas le choix. Donc, quelles que soient vos motivations, n'ayez pas peur et foncez. Merci, c'est un super mot de la fin. Donc, merci à vous tous. Dire qu'on a l'accord de chacun des participants pour que la session ait été enregistrée. Et donc, on va pouvoir la rediffuser pour ceux à qui vous voudriez la partager, si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Donc, que ce soit sur le site d'Entrepreneurs pour la planète et aussi sur le site de l'association. Tout à l'heure, j'ai vu Margaret, la directrice, qui m'a dit qu'on allait relayer ce message. Donc, vous pourrez faire propager le message de la transition. Donc, merci à tous de votre attention. Merci pour les organisateurs, Eric, Jean-Marc, Laurent, et puis Hortense et Barbara. Et puis, on se retrouve autour d'un verre. Et merci pour votre patience pour ceux qui étaient au bout du...